Bonjour ou bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Ici Antonella Villan, fondatrice du programme pour entrepreneurs de macreationdentreprise.fr. Je voulais vous parler aujourd'hui de 11 points que je considère hyper importants et qui sont malheureusement cachés ou pas révélés ou pas expliqués à vous, futurs entrepreneurs ou entrepreneurs déjà aguerris. Alors, ces 11 points, ils vous sont cachés par qui? Ils vous sont cachés par notre sphère politique, ça c'est un état de fait, c'est comme ça, par les médias qui font souvent les perroquets, par les interlocuteurs bancaires qui font partie des premiers interlocuteurs de l'entrepreneur, puis par toute la sphère de formation, d'organismes de formation et puis de conseillers, même de très proches conseillers qui ne vous disent pas les bonnes choses. Ils vous disent des tas de choses, mais pas forcément les bonnes choses. Donc moi, je vais vous mettre en lumière ces 11 points aujourd'hui, ça va être hyper intéressant. Donc prenez des notes, n'hésitez pas. Alors, premièrement, au niveau de notre sphère politique, moi, il y a un truc qui m'énerve excessivement. Je vous en ai peut-être déjà parlé dans un précédent post ou un précédent mail, ou bref, vous avez peut-être déjà évoqué ça. Je m'excuse si c'est le cas, tout le reste, ce sera du frais. Le problème avec les hommes politiques, c'est qu'ils ont le besoin de nous expliquer que chacun doit entreprendre parce que ça va leur permettre de réduire les chiffres du chômage. Et pour simplifier encore la donne et pour être sûr de minimiser les freins à l'entrepreneuriat, il vous explique que le statut d'auto-entrepreneur va permettre et permet à tout le monde de se lancer. Vous n'avez plus aucune excuse de ne pas vous lancer avec le statut d'auto-entrepreneur. Donc ça, c'était les premières choses. Les hommes politiques, toute la sphère politique qui nous parle des auto-entrepreneurs comme un statut Eldorado qui est fait pour tout le monde. Malheureusement, ce n'est pas le cas, c'est même pas du tout vrai. Une fois sur deux, voire 2 fois sur 3, le statut d'auto-entrepreneur n'est pas du tout optimal, même des fois même il est dangereux pour le projet que vous envisagez. Je pourrais revenir en détail sur le sujet, je pourrais vous faire une simulation, mais je peux aussi vous raconter une histoire. J'ai eu un coup de fil. C'était au début du printemps l'année dernière. Et qu'est-ce qui s'est passé pour ce monsieur? Ce monsieur avait démarré au début de l'année dans une activité de dépannage et surtout de vente de matériel informatique et hi-fi. Il faisait quand même beaucoup plus de ventes en chiffre d'affaires que de dépannage. Et il avait réalisé à peu près, même pas à peu près, 10 000 euros de chiffre d'affaires. Donc de vente, très concrètement. Et donc malheureusement, on va dire, ça pourrait paraître super, mais quand il m'appelle, c'est qu'il a un gros souci, c'est qu'en fait, son activité n'est pas rentable. Il décroche, il me dit, j'ai un problème, si je paye mes charges sociales, en fait, ça veut dire que j'aurais payé pour travailler et que en fait, mon activité m'aura coûté plus cher que si j'avais rien fait. Oui, c'est possible. C'est tout à fait possible si vous n'avez pas bien compris le système de l'auto-entrepreneur, si vous n'avez pas fait des simulations pour vous assurer que c'est vraiment le bon statut pour vous. Et dans son cas de figure, à ce monsieur, il avait acheté pour à peu près 6 000 euros de matériel informatique, hi-fi, etc. Et il avait revendu tout ça pour à peu près 9 000 euros. Et puis, il avait à peu près 1 000 euros de vente de services. Tout à fait réaliste, parce que c'est des métiers où on n'a pas énormément de marge. Malheureusement, la personne qui vend ce type de matériel ne peut pas se permettre de faire x2 ou x3. Et donc, concrètement, du coup, il avait dépensé 6 000 euros d'achat, il avait dépensé son carburant, sa publicité, tout ce qu'il faut pour que ça roule, ses péages, son petit encart, ses cartes de visite, sa ligne téléphonique, son assurance, enfin, tout ce qui fait qu'une entreprise est une entreprise. Et puis, il a encaissé 10 000 euros au total et il reçoit ses charges sociales à payer avec son statut d'auto-entrepreneur qu'il avait pris l'option au trimestre. Et concrètement, on lui demandait un peu plus de 2 300 euros de charges sociales, ce qui était tout à fait normal compte tenu de sa situation. Sauf que si vous faites le calcul, 6 000 euros d'achat plus tout ce qu'il avait acheté à côté, sa pub, son téléphone, son péage, ses carburants, plus les 2 300 euros de charges sociales, en fait ça faisait plus que les 10 000 euros qu'il avait encaissés. Donc il était déficitaire. Et donc c'est bien malheureux. Mais c'est quelque chose qui guette beaucoup de gens qui démarrent en auto-entrepreneur. Donc oui, le statut d'auto-entrepreneur, ça peut être génial, mais non, c'est pas le statut miracle et c'est surtout pas un statut qu'on doit prendre sans avoir réfléchi. Ça, c'était le premier point hyper important. Deuxième point hyper important au niveau des médias, enfin il y a plusieurs points au niveau des médias en fait.
il y a plusieurs points. C'est vrai que je vous l'ai déjà dit, le premier point, c'est qu'ils font les perroquets sans rarement faire d'investigation, mais ce n'est pas ce sur quoi je voulais attirer votre attention. Non, ce qui me gêne le plus avec les médias, c'est qu'on nous met en avant l'entrepreneur, ce héros, quoi, cet homme extraordinaire ou cette femme qui a fait des choses que personne ne pourrait faire. Je ne suis pas d'accord avec ça. Un entrepreneur, c'est pas un homme extraordinaire ou une femme extraordinaire. C'est un homme normal. Désolée pour la petite référence, mais on est tous entrepreneurs dans l'âme. Et je vais même dire plus que ça, on est forcément tous des entrepreneurs à partir d'aujourd'hui et pour les prochaines décennies. Parce que tout simplement, le salariat, il est mort. Est-ce que vous savez le pourcentage de contrats de travail qui sont signés en France et qui sont des contrats à durée indéterminée sur les nouveaux contrats? Vous savez pas? Il y a seulement 2,3 ou 9, enfin bref, moins de 3% des nouveaux contrats de travail qui sont des contrats à durée indéterminée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est tous déjà dans un système où on prend des missions à durée déterminée. Et donc en fait, la seule différence avec l'entrepreneuriat, c'est que là, on a un patron qui vous dit quoi faire. L'entrepreneur, c'est pareil, il s'est donné sa propre mission et il la réalise. Il n'attend pas que quelqu'un le lui donne. Et c'est beaucoup plus excitant et c'est beaucoup plus challengeant et on peut aller beaucoup plus loin et on peut gagner beaucoup plus et on peut vivre vraiment la vie qu'on veut avec l'entrepreneuriat, ce que ne permet pas forcément le salariat. Donc non, les médias qui nous racontent l'entrepreneur c'est un homme extraordinaire, je ne suis pas d'accord, l'entrepreneur c'est un homme normal. Ensuite, on nous parle d'innovation, on nous dit waouh, il faut avoir des idées extraordinaires, sinon on ne peut pas entreprendre, c'est son idée qui a fait qu'il a tout cassé. Là encore, malheureusement, je peux pas être d'accord avec ça. C'est pas l'idée qui fait que vous allez cartonner dans votre entreprise. C'est l'idée plus sa mise en œuvre. Une idée toute seule, ça vaut rien. On a tous des idées, enfin ça vaut rien, ça vaut quelque chose. Mais si vous n'êtes pas capable de la mettre en œuvre, cette idée, de la transformer en projet qui fonctionne avec des vrais clients qui achètent, ça ne peut pas tourner. Donc, on arrête le mythe de l'idée et on passe à la réalité. Donc, si vous voulez réussir, c'est non pas une idée, c'est une idée plus sa mise en œuvre. Et ça fait le joint avec la troisième fausse bonne idée que nous donnent les médias sur l'innovation. On n'arrête pas de nous dire qu'il faut innover, il faut que cette idée soit vraiment outstanding, extraordinaire, mais on oublie tout simplement de dire que quand on a une idée qui est vraiment extraordinaire, qui va vraiment bousculer le marché, donc vos clients, qui va vraiment paraître vraiment différente, mais à 800%, à 1000% de ce qui existe, il faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir lancer ce type d'idée, parce qu'il va falloir être capable de tenir le coup, le temps que cette idée elle arrive à percer. Parce que l'innovation c'est bien, mais ça suit toujours la même courbe. Alors je vais essayer de ne pas aller trop loin dans mon paperboard. Donc l'innovation c'est toujours au départ vous avez une idée et il n'y a pas beaucoup de clients parce qu'il n'y a que quelques personnes qui sont intéressées par ce qui est vraiment extraordinaire, qui osent. Ensuite, ça perce, ça se développe, ça se démocratise. Donc là, vous avez une courbe ascendante, vous avez de plus en plus de clients. Ensuite, là, c'est le plateau, c'est ce qu'on appelle la vache à lait. C'est-à-dire que vous avez un maximum de clients, tout le monde le veut, c'est normal, c'est juste même pas normal de ne pas l'avoir. Et puis après, c'est le déclin de votre produit. Voilà, donc ça, c'est la courbe de produit de n'importe quelle activité. Donc, si vous innovez vraiment et que vous êtes une innovation vraiment, pas ce qu'on appelle une innovation incrémentale, donc juste un peu innover, ce que je vous accompagnerai à faire, c'est-à-dire innover un peu, mais juste suffisamment pour que ça attire et que ça vous différencie. Si vous faites carrément une innovation de rupture qui change complètement la donne pour vos clients, eh bien malheureusement, au démarrage, vous allez ramer parce qu'il va falloir un certain temps pour avoir cette pente de croissance et amorcer vraiment un vrai chiffre d'affaires. Donc innover oui, mais à pas mesurer. L'idéal, c'est quand même de se retrouver ici ou ici. C'est les deux segments qui nous intéressent. Le développement et la vache à lait. Donc ça, c'était sur les médias.
Ensuite, je vous ai parlé des banques qui sont quand même un des interlocuteurs majeurs que vous allez ou que vous avez déjà rencontré, côtoyé. Alors, avec plus ou moins de bonheur, j'en ai bien conscience. Alors, les banques, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? On peut leur reprocher pas mal de choses si on commence à faire dans le café du comptoir, mais on va essayer d'être plutôt efficace. Non, en fait, ce sur quoi il faut être clair, c'est que le métier de la banque, ce n'est pas de prendre des risques. Et oui, souvent les gens disent je vais chercher un prêt pour mon entreprise et c'est la banque qui va assumer le risque pour moi. C'est pas comme ça que ça marche. Donc la banque, en fait, son métier, ce n'est pas de prendre des risques. Elle ne prend pas de risques. Et ça, c'est hyper important parce qu'ils ont beau être le plus agressif possible, le plus sexy possible. À la fin, vous êtes toujours déçus si vous croyez que c'est eux qui vont prendre le risque. Ils ne prennent pas le risque. Concrètement, il y a d'autres systèmes qui vous sont malheureusement toujours expliqués un peu trop loin ou mal expliqués, ce qui fait qu'ils sont mal utilisés. Il y a des systèmes qui permettent justement de ne pas assumer le risque sur vos épaules à vous. C'est les systèmes de caution. Alors, il y a plusieurs systèmes de caution et malheureusement, la plupart du temps, la plupart des entrepreneurs partent sur un système de caution personnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un projet, vous allez voir la banque et la banque vous dit pas de problème, je vous prête, sauf qu'il faut que j'ai une garantie, vous dit-elle, et il faut signer ce papier comme quoi vous êtes caution personnellement. Ce qu'on appelle une caution solidaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'entreprise périclite, si l'entreprise s'arrête, si l'entreprise meurt, si l'entreprise a un problème, eh bien c'est vous, personne solidaire, qu'on va appeler pour combler l'argent que cette entreprise devait à la banque. Donc ça, c'est le mauvais plan. Très clairement, c'est le plan que je ne veux pas et c'est le plan que personne ne suit à mes côtés. En revanche, il y a d'autres systèmes qui permettent de s'en sortir très bien, notamment les systèmes de caution mutuelle qui, moyennant un petit supplément sur votre mensualité de prêt, un petit supplément qui correspond à une assurance, eh bien, vous allez externaliser cette prise de risque auprès d'une société de cautionnement mutuel. Donc ça, vraiment, c'est l'idéal. Après, le problème qu'on a souvent, c'est qu'il y a beaucoup de banques qui vont accepter ce système de caution mutuelle ou qui vous en ont déjà parlé, mais qui vont vous faire signer en plus un système de caution solidaire, c'est-à-dire ce qu'on vient d'évoquer juste avant. Et là, ça pose un gros problème, bien parce que concrètement, si jamais il y a un pépin, la banque elle a donc deux systèmes de caution actionnables. Et très clairement, elle actionne toujours la caution solidaire avant d'actionner la caution mutuelle. Parce que c'est beaucoup plus facile d'aller presser le citron sur un particulier que de rentrer dans les démarches de système de caution mutuelle qui sont rodées juridiquement, c'est beaucoup plus lent, etc. etc. Donc voilà, c'est la triste réalité, donc il faut en être au clair. Entreprendre, ça ne veut pas forcément dire prendre des risques, tout au contraire, ça veut dire mesurer ses risques et prendre le minimum de risques. Et ça fait partie des sujets clés, donc quand on a un prêt, ne pas rentrer dans un système de caution solidaire, mais prendre un système de caution mutuelle. Voilà. Ensuite, au niveau des banques, il y a un autre point qui est important, qui est pas... il faut me suivre pour le capter. En fait, on vous dit, ouais, pour aller voir une banque, il faut un business plan. Si tu n'as pas de business plan, tu ne peux pas aller voir la banque. Alors c'est vrai, on ne peut pas aller voir la banque sans business plan parce que sinon elle ne vous fait pas de prêt. Donc un business plan c'est quoi? Si vous n'êtes pas au clair là-dessus, c'est un ensemble, c'est un document, un dossier qui explique à la fois votre étude de marché, donc qui sont vos clients, comment vous allez les trouver, comment vous allez leur vendre, qu'est-ce que vous allez leur vendre, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont acheter chez vous plutôt que chez les autres, et puis les tableaux de chiffres qui prouvent que c'est rentable votre activité et pourquoi il vous faudrait de l'argent et combien il vous faudrait d'argent. Donc ça c'est un business plan en synthèse. Alors en fait, oui, les banques ont besoin d'un business plan pour instruire votre dossier. Mais le premier critère qui fait qu'une banque vous prête, ce n'est pas le business plan. En fait, le premier critère qui fait qu'une banque vous prête, c'est vous. C'est est-ce qu'elle croit dans le potentiel de l'individu qui est en face d'elle. Alors, pourquoi un business plan du coup si elle juge uniquement sur mon bagou, ma capacité à faire du commerce? Parce qu'en fait, c'est très compliqué d'évaluer
votre capacité à être capable de réagir sur un marché donné, à être réaliste, à faire des bonnes actions commerciales, à vous ajuster sans arrêt à un environnement qui bouge. C'est très compliqué. Donc le business plan prouve que vous vous êtes mis dans une démarche d'apprentissage, mis dans une démarche commerciale et que tout ce que vous pensez est réaliste. Donc un business plan qui tourne et qui est solide, c'est la preuve que l'entrepreneur qui est en face, il a pensé, il a réfléchi, il s'est remué les méninges et il a monté un truc qui tourne. Et ce que la banque achète, c'est pas que ce business plan-là, il tourne, que celui-là, il se réalise. Ce qu'elle achète, c'est que vous soyez capable d'atteindre vos objectifs. Si ce n'est pas avec le plan, l'itinéraire que vous avez marqué dans ce business plan, ce n'est pas grave pour la banque. Ce qu'elle veut, c'est que vous atteigniez votre objectif. Donc, si vous prenez un autre itinéraire, très bien. Donc, ce qu'elle achète, c'est le potentiel dans l'être humain que vous êtes, dans votre capacité à rebondir, à vous ajuster, à être un vrai entrepreneur qui pilote une activité commerciale qui tourne. Voilà, donc c'est important de comprendre que si vous amenez un dossier, vous le posez sur la table et puis vous repartez, ben, on va dire que vous auriez pu acheter votre business plan au coin de la rue, ça faisait pareil, quoi. En revanche, si vous êtes capable de l'expliquer, de le démontrer, que vous portez votre projet, là, on va pouvoir discuter. Ensuite, j'ai évoqué donc déjà 7 points. Je voulais parler avec vous de toute la partie formation. Alors je mets OF, organisme de formation, mais moi c'est toute la sphère des systèmes qui existent pour accompagner l'entrepreneur à démarrer. Alors il y a plein de choses qu'on pourrait dire, mais il y a 2 points sur lesquels je voulais attirer votre attention. Il y a un premier point sur le temps en présence, sur la durée de votre projet. Je m'explique. En fait, le problème avec tous les systèmes qui existent, c'est que si vous vous mettez à la place de l'organisme de formation, de la structure publique, associative, enfin peu importe, ou de l'organisme privé qui vous fait la formation, elle a intérêt pour des raisons à la fois pratiques, à la fois économiques, à la fois organisationnelles, et puis des fois même administratives, si jamais ce n'est pas vous qui payez votre formation, mais c'est quelqu'un d'autre qui subventionne votre formation, à respecter des critères en termes de temps de présence chez elle par rapport au temps où elle vous laisse, ce qu'on appelle la mise en œuvre, réfléchir à votre projet chez vous ou ailleurs. Et du coup, quand vous n'avez pas de chance du tout, vous rentrez dans des programmes de formation et d'accompagnement où vous êtes sous cloche pendant une semaine, pendant 15 jours, pendant 1 mois, pendant 3 mois ou même pendant 1 an avec les plus gros MBA qu'on peut trouver spécifiques pour l'entrepreneur. Donc, vous êtes sous cloche, c'est-à-dire vous êtes cloué à un siège, vous êtes assis en train d'apprendre des trucs comme si vous étiez passif, quoi. C'est pas ça qui va faire que vous allez réussir. Ça, malheureusement, ça n'a jamais marché. Ce qui fait que ça peut marcher, éventuellement, c'est si ce qu'on vous explique, vous interagissez, vous posez des questions et qu'il y a une vraie réponse avec un formateur qui est d'un très bon niveau, et que ce que vous voyez là, vous avez le temps, comme je dis souvent, de dormir dessus, donc de l'intégrer, et puis de reposer des questions sur le sujet, donc c'est-à-dire que vous allez recroiser le formateur qui vous parlait de ce sujet-là, et puis de mettre en œuvre tout ça. Donc si malheureusement, vous n'avez vraiment pas de chance, vous êtes sous cloche pendant 1 semaine, 15 jours, 1 mois, 3 mois ou 1 an. Donc là, vous n'avez vraiment pas de chance parce qu'on vous apprend des tas de trucs. Là, vous êtes censé vous gaver d'informations et puis vous travaillerez votre projet après. Donc là, la déperdition, elle est énorme. Si vous avez un peu plus de chance, vous avez un système où, en gros, on vous permet d'être 4 jours ou 3 jours sur place à recevoir des choses. Et puis, vous avez 1 à 2 journées par semaine où vous allez pouvoir réfléchir à votre mise en œuvre et faire votre mise en œuvre, concrètement passer à l'action. C'est un petit peu mieux. Et puis ce qu'il faudra idéalement, c'est carrément l'inverse, quoi. C'est maximum 2 jours
de formation action, déjà interactive, et puis le reste en mise en œuvre. Parce que votre projet, il va évoluer. C'est-à-dire que si malheureusement vous avez un stage d'une semaine, les questions que vous allez avoir entre le lundi, le mardi, mercredi et la nuit du jeudi, elles vont être intéressantes. Mais vous allez avoir des tas d'autres questions 3-4 mois plus tard. Et si vous n'êtes plus en lien avec votre équipe de formateurs, vous n'avez plus personne et du coup vous êtes paumé. Donc ça c'est un problème, c'est que les contraintes à la fois organisationnelles, avec leur personnel, administratives, avec qui paye la formation, leurs contraintes d'équipe salariée, leurs contraintes de bâtiment, leurs contraintes économiques, la plupart des systèmes qui existent aujourd'hui pour accompagner l'entrepreneur vous fixent un bureau et c'est pas de ça dont vous avez besoin. Ce que vous avez besoin, c'est de l'action, c'est de la mise en œuvre. Et quand on vous explique que dans votre stage, vous avez de la mise en œuvre parce que vous allez rédiger votre business plan, si vous avez écouté le point d'avant, vous avez compris que ça ne suffit pas. Le business plan, c'est bien, mais pour rédiger un business plan, si vous faites ça sous cloche, ça ne marche pas non plus. Il faut aller rencontrer des fournisseurs, rencontrer des prospects clients. Il faut sortir. Et donc ça, malheureusement, vous ne pouvez pas le faire en une demi-heure par semaine. C'est pas possible, c'est pas réaliste. Ensuite, je voulais finir sur vos conseillers, vos plus proches conseillers. Alors quand je parle de conseillers, c'est à la fois les gens qui vous entourent, qui peuvent être des proches amis, et puis à la fois tout le système de conseils qu'on peut avoir quand on recherche un emploi, par exemple, et qu'on n'en trouve pas, et finalement on décide de s'orienter vers la création d'entreprise. Alors, ces conseillers... ils essayent de bien faire leur boulot, mais ce n'est pas facile parce qu'ils n'ont déjà pas reçu la formation nécessaire pour être capable de vous accompagner en tant qu'entrepreneur. Parce que très clairement, pour bien accompagner dans l'entrepreneuriat, il faut être passé par là. Parce que sinon, c'est un peu comme si je vous lisais un livre. Si je ne vous parle pas du terrain, ça ne sert à rien. Mais ce n'est pas ça les deux points qui me restent et dont je voulais vous parler vraiment aujourd'hui. Les conseillers, moi, ce que je reproche souvent, c'est que... ils disent une phrase qui est très vraie. Ils vous disent « il vous faut un mentor, il vous faut un parrain ». C'est vrai. Je suis d'accord. Et souvent pris dans un élan, alors peut-être même si vous avez obtenu une subvention ou si vous êtes sur le point de demander une subvention pour votre création d'entreprise, on vous dit on va vous donner un parrain, on va vous donner un mentor. Sauf que ça ne marche pas comme ça en fait. Ça ne marche pas comme ça parce que, pourquoi si on vous donne, entre parenthèses, si on vous affecte un parrain ou un mentor, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va donner de son temps bénévolement. Donc cette personne, elle va donner de son temps bénévolement, donc elle a envie de se faire plaisir quand même à vous aider, vous futurs entrepreneurs. Donc, à quoi ça va répondre principalement comme préoccupation ? Ça va surtout vous permettre à vous, futurs entrepreneurs ou entrepreneurs, de sortir de l'isolement, c'est-à-dire de rencontrer quelqu'un qui est déjà passé par là. Et c'est hyper important, j'en parlais juste avant. Ça c'est vrai. Mais le problème qui va se poser, c'est que du coup, ces personnes ne sont pas là pour passer un mauvais moment. Et du coup, si elles ne sont pas là pour passer un mauvais moment, parce qu'elles ne sont pas payées pour ça, elles ne vont pas vous dire les choses qui fâchent. Elles ne vont pas vous mettre le nez sur les problèmes. Elles ne vont pas vous dire là, tu vas dans le mur si tu continues comme ça. Parce que qu'est-ce qui a envie en tant que bon copain, combien de personnes arrivent à recadrer, à dire à un ami non mais là vraiment tu vas complètement, tu dérailles complètement. Même si vous l'avez déjà fait, même si on le fait de temps en temps, on sait qu'on prend un risque énorme de perdre la personne. Et ce n'est pas forcément le but de ces systèmes de mentorat ou de parrainage. Donc oui, il vous faut un parrain, un mentor. Et pourquoi d'ailleurs ? Parce qu'une statistique intéressante nous dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. On est à la fois en termes de comportement, de compétences, et en termes de rémunération, on gagne la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc oui, il vous faut un parrain, oui, il vous faut un mentor, oui, il faut que ce soit un entrepreneur, mais malheureusement, il va falloir plus que ce que vous offrent vos conseillers classiques, parce qu'il vous faut quelqu'un qui vous critique, il faut quelqu'un qui vous coach, il faut quelqu'un qui vous fasse avancer. Et puis, enfin, dernier point, il vous faut sortir
comme des carcans, des vieilles images. C'est-à-dire que souvent les conseillers dont on parle là à l'instant sont des gens qui ont quand même un emploi stable, la plupart du temps. Donc cet emploi stable, ça amène pas forcément à la remise en cause de ses propres compétences et qualités. Si je prenais une image, je ferais référence au siècle dernier, quand on est passé de la machine à écrire à l'ordinateur. Combien on a eu de secrétaires de direction qui disaient « Oh non, non, il me reste 5 ans à tirer, moi je reste sur ma machine à écrire, ça va très très bien, je m'en sors très bien comme ça. » Bon, c'est un peu pareil malheureusement aujourd'hui, de nos jours. On est passé à l'ordinateur, mais on a fait bien plus que ça. On est entré dans une vraie révolution numérique. Et vos plus proches conseillers, ils ne vous accompagnent pas à prendre cette dimension-là en compte dans votre projet. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas concernés, premièrement, parce qu'ils ont un emploi qui est plus protégé. Et ensuite, parce qu'ils n'ont pas les compétences. Sauf que le numérique, ça ne touche pas simplement les gens qui vont monter une e-boutique sur Internet ou qui vont vendre sur eBay. Non, le numérique, ça touche absolument toutes les boîtes. Toutes les boîtes, tellement que les vraies statistiques nous donnent qu'une boîte qui utilise le numérique à toute la puissance qu'elle peut utiliser, donc tous les outils, que ce soit Internet ou pas Internet, elle a un chiffre d'affaires potentiel 6 fois supérieur à une entreprise qui n'utilise pas les outils numériques. Donc c'est juste énorme. La réserve de croissance que vous avez, si vous vous branchez, si vous commencez à utiliser les vrais outils qui existent, ça va être juste énorme. Parce que le numérique, ça va vous permettre bien sûr de mieux vendre, parce qu'on pense au e-commerce, etc. Mais ça va vous permettre aussi de générer plus de clients qui vont venir vers vous, avec tous les systèmes d'applications mobiles, tous les systèmes de réseaux sociaux, tout ça c'est du numérique aussi. Mais il y a tout le système du numérique qui concerne le management, c'est-à-dire le pilotage de vos équipes. Il y a des choses qui existent même quand on est dans une boutique, quand on vend, je sais pas moi, on vend des fringues dans une boutique. Le numérique, ça peut vous faire doubler votre chiffre d'affaires en très peu de temps. En termes de productivité aussi, le numérique, c'est énorme. Donc, il y a 6 à 7 champs où le numérique peut aider une entreprise à vraiment performer et à vraiment augmenter sa marge et son chiffre d'affaires. Je pense que vous n'avez pas les moyens de passer à côté. Donc, je pense qu'on va en reparler, c'est une certitude. Mais voilà, c'est ce sur quoi je voulais attirer votre attention. C'est les 11 points sur lesquels je voulais attirer votre attention aujourd'hui. Les 11 points qui vous sont malheureusement trop souvent cachés ou pas révélés ou pas expliqués. Alors, le statut d'auto-entrepreneur, c'est pas pour tout le monde. Donc, ne vous précipitez pas, il faut qu'on en reparle. Les médias nous racontent des sottises souvent, donc prenez de la distance. Et sachez d'ailleurs que vous regardez trop la télé. Les Français regardent en moyenne 3h50 par jour la télé. Imaginez si vous diminuez d'1 heure par jour ce que vous allez pouvoir faire. Ça va être énorme, même pour votre projet. Donc l'entrepreneur, c'est un homme normal, je veux que vous soyez convaincus de ça et vous pouvez réussir, vous allez réussir, c'est certain. L'idée, ça ne sert à rien s'il n'y a pas sa mise en œuvre avec. Donc il va falloir vraiment matcher, booster, faire en sorte que cette mise en œuvre de votre idée, elle soit vraiment pertinente et efficace. Il faut innover, oui, mais il faut surtout être dans une pente de croissance au niveau de l'innovation ou un moment vache à lait pour le produit. Donc être vraiment des moments où il y a beaucoup de clients qui vont acheter si vous voulez vraiment en vivre. Il faut arrêter de croire que la banque prend des risques. Les risques, c'est pas la banque qui les prend et je veux pas que ce soit vous qui les preniez. Donc, on mettra en place des systèmes de caution mutuelle et il faut arrêter de croire que le business plan, ça suffit. Non, ce qu'il nous faut, c'est un homme qui est capable de présenter un business plan qui cartonne. C'est cet homme avec ce potentiel qui est recherché par les banques. Dans les formations, arrêtez de penser que si vous vous asseyez en classe, vous allez apprendre quelque chose. C'est pas comme ça que ça marche, il faut aller sur le terrain. Et puis surtout, il faut savoir comment on s'y prend quand on va sur le terrain. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, quand on le fait, comment on le fait, avec qui on le fait. Alors, bien sûr, il va falloir parler avec des entrepreneurs pour réussir tout ça, mais choisissez vos mentors, choisissez vos parrains et ayez-en plusieurs puisqu'il vous en faut un maximum pour être la moyenne des 5 personnes qui réussissent le plus autour de vous. Et puis, ne loupez pas le virage du numérique qui peut vous faire booster votre boîte par 6. C'est juste énorme. Voilà, donc c'était les 11 points sur lesquels je voulais vraiment attirer votre attention aujourd'hui. Alors, j'ai encore plein d'autres choses à vous dire, plein d'outils, plein de méthodes que j'utilise depuis plus de 10 ans aux côtés des entrepreneurs que j'accompagne. Donc, ça va être passionnant. Ce que je vous propose, c'est de se retrouver mardi soir prochain à 20h, heure de Paris,
pour vous expliquer comment créer votre entreprise ou la développer suivant là où vous en êtes sans risque. Une méthode en 6 étapes que j'utilise depuis plus de 10 ans. Donc si vous avez des questions particulières, c'est le moment. Vous me les postez juste en dessous de cette vidéo. Et puis on se retrouve mardi soir prochain à 20 h. Je vous envoie l'invitation par email tout de suite après. Merci de m'avoir écouté. C'était Antonella Villan, fondatrice du programme pour entrepreneurs de macréationdentreprise.fr. Je vous aide à créer l'entreprise qui va avec la vie de vos rêves.